merci d'être avec nous aujourd'hui. On est vraiment ravis de vous avoir pour cette rencontre importante, je pense, parce que effectivement, quand on est des acteurs de la communication, il est toujours important de pouvoir interagir, échanger, partager. Et c'est la vocation de cette rencontre. Alors, l'African Communication Week est un événement qui est organisé dans plusieurs capitales internationales, africaines, au moment où nous parlons, à Dakar, à Kampala, à Kigali. On a des événements qui se font, qui prennent différentes expressions, parfois des débats, parfois des masterclass. Et l'objectif, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir apporter une pierre à l'édifice et faire avancer les problématiques de développement sur notre continent. Et les acteurs de la communication ont peut-être un très modeste rôle à jouer. On a la chance d'avoir un certain nombre de panélistes qui sont des experts, des personnes qui maîtrisent totalement leur art, qui ont une expérience assez conséquente, pas seulement au Gabon, mais dans plusieurs pays, et des gens qui ont vraiment une contribution extrêmement intéressante à nous partager. Le thème que nous avons choisi cette année, c'est l'Afrique, terrain d'innovation. Et donc ce qu'on va voir aujourd'hui, on va aborder deux aspects. Le premier, c'est le rôle des médias dans le développement économique, mais le second, c'est aussi, naturellement, quel est l'impact de la communication pour les organisations. Comment est-ce que, dans une ère qui est totalement mondialisée, on peut parvenir, grâce à la communication, à innover, à être plus proche de ses clients, de ses parties prenantes, quand on est une entreprise ou encore une institution. Alors, je vais demander à un ami, à quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est un journaliste de talent, qui travaille chez Gabon Media Time, que je remercie au passage. Je remercie tous les partenaires qui ont vraiment joué le jeu et qui se sont impliqués dans l'organisation et la préparation de cet événement. On aura le temps aussi de vraiment davantage les citer tout à l'heure. Ferdinand Demba, qui est journaliste à Gabon Media Time, comme je le disais, qui n'a pas été que journaliste, qui a fait de la communication, qui a travaillé dans plusieurs grosses agences au Maroc notamment, et qui maîtrise très bien l'environnement gabonais, mais aussi panafricain. Donc, sans plus tarder, je vous demande de l'applaudir. Et il nous fera l'honneur et le plaisir de modérer le panel que nous allons avoir. Et juste après ça, on va continuer, parce qu'on a aussi des pépites dans la salle, des acteurs qui ont aussi une contribution intéressante, de par leur activité, de par leur expérience, des personnes qui gèrent des agences de communication dans le digital, dans la régie publicitaire, des acteurs qui sont dans les médias, la presse écrite. Là aussi, ce sera intéressant d'avoir leur regard. Là, je reprendrai le micro, mais avant ça, on va commencer par le panel, et c'est maintenant. Merci à vous. Merci pour cette magnifique présentation, Zainabou. Alors, je rappelle que Zainabou Dia est CEO de Global Mind Consulting, qui est un cabinet de conseil en stratégie et relations publiques, présent au Gabon depuis bientôt 10 ans aujourd'hui. C'est donc un cabinet panafricain qui accompagne les acteurs économiques et institutionnels dans leur gestion d'image de marque, sur tout le continent, bien entendu. Donc, je vais de ce pas appeler l'ensemble des panélistes. Nous en avons 3 aujourd'hui. Ce sont, comme vous l'a dit tout à l'heure Zainabou, des experts en communication et marketing, pour certains qui ont occupé des postes très importants dans l'administration ou dans les entreprises privées. Je vais donc appeler le premier, qui est non seulement un grand frère et peut-être un père pour certains, parce que j'ai entendu des discussions tout à l'heure, il aurait évidemment rencontré certains de ses, certains de ses petits frères. Je vais donc appeler Monsieur Maktar Sylla. Maktar Sylla est donc docteur en lettres et expert en communication, expert international qui plus est, je le précise, pour que chacun comprenne ici la trempe de l'homme que nous avons devant nous. Donc c'est 37 années d'expérience, c'est plus de 37 ans aujourd'hui. Bonsoir, Monsieur Sylla. Bonsoir, tout ça ne me rajeunit pas. Alors aujourd'hui, vous êtes donc non seulement consultant en communication, mais vous êtes aussi président directeur général de Label TV. Alors, est-ce que vous pouvez, juste en quelques mots, nous parler de Label TV avant que l'on appelle nos autres panélistes, avant de prendre place? Peut-être pas Label TV en tant que tel. Je me veux un panafricain. Je me veux un militant de l'Afrique dynamique. Je me veux un militant de la culture. Je me veux un militant véritablement de la création de réseaux qui permettent à l'Afrique
de jouer sa partition dans un monde qui n'est qu'un monde d'opportunités. Toutes les menaces doivent être transformées en opportunités. Et donc aujourd'hui, je suis très heureux de retrouver tous ces amis, des gens que je connais depuis de nombreuses années. J'ai eu peut-être l'avantage d'avoir fait le public, le privé, national, international, 27 ans de direction générale et de leadership en Europe, en Afrique, partout. Donc voilà, et très heureux de pouvoir, j'allais dire, enfin donner le témoin à la jeune génération, dont vous êtes une illustration parfaite parmi d'autres qui sont là. Merci beaucoup. On peut l'applaudir encore une fois. Donc, vous pouvez prendre place par là. Je vais donc appeler Monsieur Christmin Mungala Babala, qui est Head of Marketing à Canal Plus Gabon. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. C'est le responsable de communication. Bonsoir Christmin. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, je vais faire comme avec le grand frère Maktar Sylla, un petit mot sur Canal Plus Gabon. Bon, on n'est pas là pour parler de Canal Plus Gabon, mais je suis sûr que les questions qui arriveront ne vont pas éviter d'en parler. Mais je suis là pour parler de Christmin Babala, le professionnel de la communication des organisations. C'est beaucoup plus la valeur ajoutée de ce soir. Donc c'est toutes ces expériences auprès d'annonceurs, auprès d'agences que j'ai pu avoir tout au long de ma modeste carrière, que je suis venu partager avec vous. C'est un plaisir de pouvoir faire partie de ce panel d'experts de la communication et j'espère qu'on va bien partager ces expériences ensemble. Merci. On peut encore applaudir pour lui. Alors cette fois-ci, je vais appeler la seule dame du panel. Et comme je le disais, honneur aux dames, on dit très souvent qu'on garde le meilleur pour la fin. Madame Laure Bigour, que je vous demande déjà d'applaudir. C'est 18 ans d'expérience, dont 16 années sur le continent africain. Bonsoir. Ce sera le même rituel. Bonsoir. Juste un petit mot sur Gabon 24. Alors Gabon 24 est une jeune chaîne d'information en continu. Elle a 3 ans d'âge. Et effectivement, depuis fin février, avec mon adjointe Marie-Noëlle Adameyo, j'ai pris la direction générale de cette chaîne avec, vous l'avez dit, une nouvelle vision, beaucoup d'ambition, avec des objectifs qu'on s'attelle à remplir au quotidien. Je suis une journaliste de formation, de métier. Beaucoup moins expérimentée que mon cher aîné qui est ici. J'ai effectivement une carrière essentiellement développée sur le continent africain pour des raisons personnelles. Je suis passée par l'agence de presse, j'ai été JRI, j'ai fait de la photo, j'ai fait de la presse magazine et aujourd'hui j'ai l'honneur de diriger Gabon 24. Je vous remercie pour l'honneur que vous m'avez fait de m'inviter en dernier. C'est très gentil. Je vous en prie. On applaudit encore une fois pour elle, s'il vous plaît. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet, parce que nous sommes là justement pour parler d'innovation. Donc, le thème du jour qui est Afrique, terrain d'innovation. Alors, parler d'innovation aujourd'hui, on vous l'a dit, on a 2 aspects dans cette thématique, dont le premier est effectivement de parler du rôle des médias dans le développement, ou en tout cas la place des médias dans le développement économique des pays dans lesquels se trouvent la plupart des entreprises de presse. Alors vous, je vais commencer évidemment par le grand frère Maktar Sylla. Vous qui êtes justement un homme qui a pendant des années été à la tête d'entreprises de médias, vous avez été responsable à TV5 Afrique, vous avez été directeur, vous avez été à la tête de plusieurs autres entreprises de médias et aujourd'hui vous êtes à la tête d'une entreprise panafricaine. Quel regard vous portez aujourd'hui sur ce secteur-là des médias avant que de rentrer justement dans le rôle proprement dit dans l'économie du pays? Vous l'avez dit et je pense que c'est le thème, c'est l'innovation. Il y a quelques années, je pense en 1994, j'avais sorti un ouvrage qui s'appelait « Le paria du village planétaire » et le sous-titre c'était « L'Afrique à l'heure de la télévision mondiale ». Aujourd'hui, j'ai tout faux. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a une profusion de signaux. Il y a une véritable convergence des médias.
il y a ce passage du national au transnational, il y a ce passage et ces mutations constantes de l'unicité à la diversification des supports. Dans un environnement concurrentiel, aujourd'hui, quel que soit le pays africain que vous considérez, vous avez au moins 300 chaînes de télévision ou signaux de télévision au-dessus de vos têtes. L'autre mutation également extrêmement profonde, c'est qu'aujourd'hui, il y a autant de directeurs de programmes, de radio et de télévision que de foyers qui reçoivent nos signaux. Dans un continent qui a été surtout un continent de consommateurs, pas seulement dans le domaine des médias, mais dans d'autres domaines, où il nous faut effectivement aujourd'hui nous positionner en consommant nos propres produits, nos propres productions, mais en même temps en ayant la prétention d'aller à l'international, car lorsqu'on a près de 7 milliards d'homo sapiens dans le monde et dans la planète, et qu'aujourd'hui, le satellite permet d'accéder sur tous les territoires et de toucher à toutes les audiences, l'Afrique, dans sa pluralité, a un rôle à jouer. Et ceci veut dire donc en termes d'organisation, en termes d'architecture institutionnelle dans les différents pays, en termes d'accompagnement, de régulation, en termes de mesures que l'on prend pour booster la production audiovisuelle, en termes de positionnement de chacun de nos organes, d'abord sur nos populations cibles, à partir du local, comme le Nigeria l'a fait, l'histoire de Nollywood, que j'ai suivi. Et là, pour la petite anecdote, quand il y a près de 18 ans, j'avais commencé à diffuser 300 films nigérians par an sur STV au Cameroun, le groupe que je dirigeais à l'époque, ça paraissait une hérésie. Aujourd'hui, les productions de Nollywood sont devenues véritablement, on doit le citer presque partout, dans une économie locale qui s'est organisée d'elle-même, sans l'apport des banques, avec plus de 60 millions de personnes, 60 000 personnes qui y travaillent, avec des budgets extrêmement conséquents aujourd'hui, où on arrivait à faire des films à partir de 1 000 $, etc. Donc pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, si on prend l'Afrique de manière générale, au-delà de nos organes et de les médias, si on prend l'innovation en tant que telle, au quotidien, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, il y a des applications qui se créent, il y a toute une sorte d'effervescence, un dynamisme extraordinaire qui montre l'inventivité des jeunes Africains. J'ai eu également, je pense, c'est la chance que j'ai eue d'avoir fait tous les médias. Quand je dis tous les médias, je suis venu, comme dirait l'autre, Obélix dans la soupe par enchantement ou par accident, mais j'ai fait la presse écrite, j'ai fait la radio avec Worldspace, la radio numérique qui à l'époque était une véritable révolution en termes de réception radiophonique. Et j'ai eu la chance aussi de diriger au Kenya, le pays de M-Pesa, Africa Online, qui à l'époque était le leader de l'Internet en Afrique il y a une vingtaine d'années. Donc quand vous faites la totale entre l'Internet, l'éthique, la radio, la télé, etc., vous vous rendez compte du potentiel aujourd'hui dont regorge l'Afrique. Mais au-delà de ce constat, je pense que les questions essentielles aujourd'hui, c'est quelle viabilité pour les différents organes, quelles opportunités, quelle place pour la culture et la communication dans nos différents pays. Parce qu'en définitive aussi, il ne faut pas qu'on se voile la face. Très souvent, nous sommes des outils qui sont utilisés, qu'on ne considère pas comme des outils économiques, qu'on n'accompagne pas, qui sont pratiquement des choses de sorte de faire valoir. On en a besoin, venez couvrir, après vous partez, basta, sans être dans une logique et une dynamique à la fois économique, structurelle et structurante. Justement, nous allons en parler tout à l'heure. Alors, Laure, sur la question justement de la création des médias sur le continent et principalement au Gabon, vous qui avez également cette expérience sur l'Afrique, est-ce que vous avez un regard différent de celui du grand frère Mactar ? Je rejoins Mactar sur le fait que les médias sont contraints aujourd'hui d'innover. Pourquoi on est contraint d'innover ? Parce que les habitudes de notre public, nos téléspectateurs, ont innové. Aujourd'hui, nos téléspectateurs consomment l'information de façon complètement différente. Mactar a parlé des différents supports qui existent aujourd'hui. Avant, on avait uniquement le petit écran. Moi, j'ai connu la télévision en noir et blanc en France. J'ai connu les 3 chaînes.
Ensuite, on a eu la 5e qui est arrivée. Après, on a eu M6. Donc, on a eu une offre qui s'est diversifiée au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps. Aujourd'hui, on est confronté à le téléphone mobile, en plus de l'ordinateur portable. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que on est obligé d'adapter notre façon de diffuser l'information. On doit davantage s'inscrire dans une non-linéarité, j'allais dire. Alors, d'autant plus quand on fait, par exemple, à Gabon 24, de l'information en continu et où on a des éditions d'information très régulières. Vous avez les téléspectateurs qui, à l'heure de la grande édition, par exemple de 14h30, ne sont pas disposés, pour des raisons professionnelles, à vous suivre. Néanmoins, ils ont l'intérêt de suivre votre chaîne. Ce qui veut dire que c'est à nous d'innover et de pouvoir leur proposer une façon de consommer l'information différente. Raison pour laquelle la révolution numérique, donc la digitalisation du continent africain, fait que nous, les médias, nous sommes aussi obligés de passer par cette révolution et de proposer des supports différents pour que l'information puisse être diffusée, être consommée et être digérée. On a aussi une autre problématique en ce qui concerne l'innovation. Aujourd'hui, nous avons la société qui a changé. En Afrique, le monde politique a changé, l'entrepreneuriat est aujourd'hui en vogue, elle vend en poupe en Afrique. En ce qui concerne par exemple le monde politique, vous prenez des pays comme le Rwanda, vous avez 65% des femmes qui occupent le Parlement aujourd'hui. Vous prenez le Sénégal, on doit être à 45%, presque une personne sur deux est de sexe féminin aujourd'hui au niveau du Parlement. En matière d'entrepreneuriat, on compte quoi? Presque 30% des femmes africaines aujourd'hui sont entrepreneurs sur le continent. Ce qui veut dire quoi? Qu'il faut aussi qu'on innove dans la façon dont on va donner l'information. Aujourd'hui, les téléspectateurs, et on le voit à Gabon 24, la politique reste une thématique qui intéresse tout le monde, c'est normal, mais nos téléspectateurs ont aussi envie qu'on leur parle entrepreneuriat, environnement, culture, société, éducation. Et c'est à nous aussi de pouvoir innover et de proposer, alors en ce qui concerne donc l'information en continu, bien sûr ce qu'on appelle du hard news, c'est-à-dire de l'information qui est parfois un peu brute, un peu brutale, mais aussi de proposer des formats différents, des formats qui sont des émissions magazines. Alors, on n'invente rien. En Europe, les chaînes d'information en continu l'ont fait. BFM TV, depuis 2015, propose des documentaires, propose des magazines sur l'éducation, sur la santé. Et c'est important qu'on puisse innover dans le contenu parce que la société a changé. La femme africaine travaille. On a de plus en plus de politiques d'accompagnement de la femme africaine avec une politique d'autonomisation de la femme, avec des bailleurs de fonds qui financent des activités génératrices de revenus. Donc la société évolue, on a aussi des familles monoparentales en Afrique, et c'est important qu'on puisse, nous les médias, pouvoir parler de ces changements de société avec des formats différents et de façon différente sur des supports différents. Et je pense que le gros défi, le gros challenge, c'est justement d'innover pour pouvoir accompagner ces différents changements. D'accord. Alors là, justement, on est dans, j'ai envie de dire, deux formes d'innovation, parce que vous parlez de programmes et de supports qui vont être utilisés. Et là, je vais m'adresser à Chrisma. Alors, au niveau de Canal+, Gabon, parce qu'on parle justement d'innovation dans la programmation qui est faite, quel est d'abord le regard que le responsable de communication que vous êtes avait sur l'utilisation, en tout cas, de ces outils, ou plutôt du remodelage des programmes de Canal pour pouvoir s'adapter à cette évolution des technologies de l'information et de la communication, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des chaînes de télévision, des web TV, comme on dit, ou des simples pages Facebook qui arrivent justement à produire du contenu et quelque part accaparer une audience que vous pourrez peut-être, vous, avoir à ce niveau-là. Alors, donc, peut-être repréciser quelque chose, c'est que nous, Canal+, on a une offre panafricaine,
donc au niveau de Canal Plus Afrique. On n'a pas un Canal Plus Gabon avec des contenus gabonais purement, même si effectivement on intègre quand même des magazines à caractère beaucoup plus local, dont Réussite ou bien donc des productions comme Congosat Télécom. Mais nous sommes sur une offre panafricaine en termes de programmes télé. Et vous avez dû le remarquer, il y a encore 5 ans, Canal+, c'était Canal+ France qui diffusait en Afrique ces programmes. Et les dirigeants du groupe ont compris que l'Afrique est vraiment une terre d'innovation, parce que les études ont aussi montré qu'au Gabon ou en Afrique, de manière générale, les gens passent plus de 4 heures de temps devant la télévision. C'est après le sommeil, lorsqu'on ne travaille pas, le premier divertissement, c'est la télévision en Afrique. Et c'est pour ça qu'ils ont réfléchi à une programmation, à des contenus beaucoup plus proches de nos réalités africaines. Et vous avez remarqué que depuis, il y a des programmes qui arrivent, que ce soit dans toutes les thématiques de la télévision, en humour, en divertissement, qui, en tout cas, mettent en avant cette richesse africaine. Je parlerai du Parlement du Rire, de Congosat Télécom qui est gabonais. On parlerait de Plus d'Afrique ou de Réussite même, qui est ce magazine assez phare qui met en avant les lumières africaines. Donc c'est fort de cela qu'il y a eu cette coloration africaine dans les bouquins Canal+, qu'on retrouve aujourd'hui. Parce qu'on est à l'écoute justement des consommations africaines et on sait ce que les gens veulent regarder à la télé. Les gens veulent avoir des exemples qui sont proches d'eux. D'accord. Alors, on va rester sur l'évolution des chaînes de télé par rapport au développement des technologies de l'information et de la communication. Je le disais tantôt, aujourd'hui, on a un peu comme l'impression que ces nouveaux outils de communication vont justement créer de la concurrence pour ces chaînes de télévision classiques qui ont eu une audience pendant des années et qui, petit à petit, est en train de s'effilocher. Quelles sont, je ne vais pas demander les stratégies parce que ce serait dévoiler des secrets, mais quelles peuvent être les astuces qui permettrait aujourd'hui, par exemple, à un entrepreneur dans le secteur qui voudrait se lancer, qu'est-ce qu'il devra éviter comme écueil, par exemple, pour ne pas se retrouver à perdre, à ne pas avoir de l'audience? Maktar? Je pense que, Laure l'a dit, nous intégrons quand même les nouvelles technologies et nous nous adaptons. Le fait aussi d'être venu pratiquement parmi les derniers a un avantage concurrentiel en termes d'investissement. Vous pouvez rapprocher les gens. Aujourd'hui, les gens parlent de numérique, de trucs, tout ça. Il y a une télévision, pour ne pas dire des télévisions numériques ici au Gabon. Nous, notre environnement, il est à 100% numérique. En fait, on parle de Label TV, mais nous avons configuré pour 4 chaînes de télévision numérique. Nous avons donc toutes les capacités de faire comme n'importe quelle autre chaîne, n'importe quel autre groupe au niveau international. Mais la question fondamentale, au-delà véritablement des infrastructures que nous pouvons mettre, c'est de diversifier les supports. Comme il a dit, lorsque vous avez votre journal télévisé et que je suis au bureau, que je veux regarder Gabon 24, Label TV ou telle autre chaîne, avoir la capacité sur mon téléphone portable d'avoir des programmes courts, etc. Donc la question des formats et des contenus est très importante. Et ça rapporte à la technologie, en fait, c'est comme un peu les autoroutes. C'est quel véhicule on conduit pour aller sur ces autoroutes. Donc la question des contenus, de la fabrication, des formats, qui part d'études, qui part de besoins exprimés par nos populations, est extrêmement importante. Et c'est là aussi où il faut, en termes de positionnement, que nous évitions de reproduire ce qui se fait et que les autres feront mieux que nous. Moi, je n'essaie pas de ressembler à aucune chaîne européenne, allemande, française, danoise ou quoi que ce soit. J'essaie, à partir du contexte où nous sommes, dans une vocation panafricaine, le même positionnement, de voir comment je peux fédérer au maximum, chaque jour, en termes d'information. Laure l'a dit, c'est effectivement ça. En allant au-delà de la politique, elle est importante, mais la santé, le sport, l'environnement, il y a des questions qui nous interpellent et qui sont très importantes aujourd'hui et qui ont beaucoup plus d'impact. L'entrepreneuriat, le développement économique, la microfinance, toutes ces choses-là peuvent intéresser. Donc, je pense que le véritable challenge, il est là. C'est le challenge des contenus. Aujourd'hui, je peux vous donner des exemples. Essayez de voir. Si vous prenez la curiosité de regarder ce soir, allez regarder les chaînes sénégalaises. Pendant la période du Ramadan, ce que je dis des chaînes sénégalaises est valable pour les chaînes du Maghreb. À l'heure actuelle, ils sont dans des taux d'audience qui sont au moins de 70% en Tunisie, jusqu'à 95%, pour ne pas dire 99,99% dans un pays comme le Sénégal. Tout simplement parce qu'il y a des séries locales, adaptées au contexte, qui tiennent compte du Ramadan, qui tiennent compte des habitudes de consommation
Et aujourd'hui, vous allez regarder votre série ce soir, vous allez attendre peut-être pendant 15 minutes, vous aurez de la publicité avant de voir votre série. Et les 15 minutes de publicité que vous verrez, ce n'est pas de la publicité internationale, ce sont des acteurs locaux qui le font. Et étant ici sur le continent gabonais, c'est ça qu'il faut aussi déplorer un peu. Parce qu'il y a de bonnes choses qui se font, il y a de bons contenus qui se font, mais aujourd'hui, l'entreprise gabonaise en tant que telle n'est pas présente suffisamment dans les médias en termes d'accompagnement. Soit on est dans une position de rente, où on se dit qu'il pleuve ou qu'il neige, on fait notre business, on considère que c'est une dépense, ou bien on est dans une logique d'investissement, pas populiste, pas une sorte de croix-rouge médiatique, mais on se dit, si on met de l'argent ici, ça va développer notre business, ça va nous permettre d'être plus performants, ça va nous permettre d'avoir de la plus-value. Je peux multiplier les exemples, j'en citerai qu'un. Vous allez le voir pratiquement dans toutes les publicités au niveau du Sénégal, ou peut-être deux. NMA, Sandoz, qui aujourd'hui fait 75 milliards de chiffre d'affaires, et qui a commencé avec 1 milliard d'investissements il y a quelques années, en 1995. Et aujourd'hui, CCBM, qui aujourd'hui donc commercialise un certain nombre de choses, et qui à l'époque, quand nous étions, mon directeur général est là, quand nous étions à la radio-télévision sénégalaise en 2001, il est venu nous voir. Il nous a dit, quelle est l'agence qui met... Il était dans le secteur informel. Quelle est l'agence qui met le plus d'argent chez vous? On a dit, c'est Nelson Macan. Ils mettent combien? 300 et quelques trucs. En tout cas, pas 400 millions? Ok. Moi, je vais vous donner 400 millions par an. Est-ce que je peux diffuser le nombre de spots que je veux? On dit oui, je diffuse le nombre de spots qu'il veut. D'accord, c'est 1 million et quelques par jour. Et c'est là où, entre ces trucs de voiture, Touba Sandaga, ces trucs de lait, etc., et l'année où il a mis officiellement sur son site, il a mis 400 millions à la radiodiffusion télévision du Sénégal en 2001-2002, son chiffre d'affaires est passé de 25 à 40 milliards de francs. Aujourd'hui, on dit que c'est le Sénégalais le plus riche, on lui prête un truc de près de 500 milliards, mais pour vous dire que quand on fait des trucs, c'est pas comme ça, au petit bonheur la chance, parce qu'on veut faire plaisir, non, la télévision ça coûte cher. Oui, la télévision coûte cher, parce que c'est du savoir-faire, c'est de l'imagination, c'est des concepts que les gens mettent en œuvre, et c'est également des salaires, c'est des équipements, etc. Et c'est une nourriture qui se consomme au quotidien. C'est comme la nourriture. Ce que vous avez mangé hier, vous avez oublié. Ce que vous avez mangé avant-hier, vous avez oublié. Ce que vous mangerez ce soir, vous y pensez, mais dès demain matin, vous aurez oublié. La télévision, c'est comme ça. C'est un renouvellement constant. Donc ça demande des budgets et c'est l'interpellation que je fais. Mais ça également, c'est lié au contexte local qui fait que lorsque l'on veut que la télévision se développe, il faut que les acteurs nationaux, les PME, PMI se développent et puissent venir à la télévision, y trouver leur compte en tant que business et accompagner tout ce processus. Alors, on a l'impression à vous entendre qu'il y a effectivement un problème au niveau des annonceurs, ou de l'absence d'annonceurs, parce que vous parlez là de quelqu'un qui aurait mis suffisamment d'argent en termes de publicité dans une chaîne de télé, et c'est qui se fait au niveau du Gabon. Et là, je m'adresse à Laure Bigourg. Comment est-ce que vous gérez justement cette partie? Comment vous faites quand il n'y a pas d'annonceurs, ou comment vous faites pour en attirer justement? Alors effectivement, la question du modèle économique pour un média se pose en permanence. Et dans ce contexte de digitalisation, on est encore plus obligé de se poser la question. Le cas de Gabon 24 est un cas d'école par rapport à la question que vous posez. Nous sommes une jeune chaîne, comme je vous l'ai dit, 2016, et nous sommes sortis du groupe Gabon Télévision en 2018. Ce qui veut dire qu'on redémarre, on doit remettre en place un modèle économique qui va nous faire en sorte qu'on ne va plus dépendre à 100% des subventions publiques. La dépendance n'est jamais financière, n'est jamais bonne, que ce soit vis-à-vis de l'autorité publique, mais aussi vis-à-vis d'un annonceur. Comment on fait pour avoir des annonceurs sur une chaîne de télévision ? Bien sûr, il y a les spots publicitaires classiques et on a évidemment donc des demandes d'annonceurs. Nous, par exemple, à Gabon 24, on nous demande toujours avant le JT du soir. Alors c'est quand même formidable parce que lequel? Je réponds toujours lequel.
on a donc un prime time de 17h à 22h avec plusieurs éditions d'information. Donc on a ce focus de l'annonceur qui est c'est avant le JT du 20h. La grand-messe du 20h est un classique, on est bien d'accord, dans tous les pays du monde. Néanmoins, pour une chaîne comme Gabon 24, donc très spécifique, on a des créneaux horaires qui sont tout aussi intéressants. Donc il faut accompagner l'annonceur et l'amener à lui faire comprendre dans un contexte où on n'a pas d'outils de médiamétrie. C'est vrai que la médiamétrie manque énormément. On y réfléchit à Gabon 24. C'est un argument de vente aussi pour dire qu'on a telle et telle édition qui sont suivies. Alors on a des enquêtes qui sont faites par la Sofres tous les ans qui disent « Ah bah oui, donc les téléspectateurs gabonais regardent la télé autant d'heures par jour, leur créneau horaire, c'est ce chrono horaire-là, etc. » Mais c'est vrai qu'on n'a pas, nous, les chaînes de télévision, notre propre outil. Et c'est vrai que ça manque, ça fait défaut. À Gabon 24, on y pense et on va vraiment le mettre en place. Donc indépendamment de tout ça, il faut expliquer à l'annonceur que la diffusion des spots publicitaires, c'est bien, mais il y a aussi d'autres façons de faire, qui sont des façons de faire qu'on voit dans les pays occidentaux, donc les États-Unis, l'Europe, où vous avez du sponsoring d'émissions. Nous, en tout cas, on y réfléchit de façon très sérieuse à Gabon 24, faire en sorte que l'annonceur puisse accompagner, j'ai bien aimé Mactar quand tu as parlé d'accompagnement, le programme, ce qui ne veut pas dire que l'annonceur entre dans votre ligne éditoriale. Mais dès lors que vous lui proposez de vous accompagner, il y aura forcément une implication plus importante. Et aujourd'hui, on a quand même des groupes en Afrique qui ont des politiques de RSE. C'est important pour les groupes d'avoir cette vitrine-là, de dire voilà, nous on est dans le BTP ou dans le pétrole ou dans les forêts, mais on accompagne les populations dans la vie économique de leur village. On leur permet d'avoir accès plus facilement, plus rapidement au développement. On a une politique de développement durable. Et du coup, il me semble que la télévision, comme tous les autres médias, mais je parle vraiment du média que je connais et que je maîtrise le mieux, doit pouvoir changer la façon qu'ont les annonceurs de communiquer avec eux. Un dernier exemple sur Gabon 24, on a récemment, il y a 2 mois quand même, lancé un nouveau format en langue anglaise qui s'appelle le G24 News, qu'on diffuse 2 fois par jour. Pourquoi ? On n'invente rien. Et là, j'ai bien aimé aussi, Mactar, quand tu as dit que le fait d'arriver en dernier nous permet de ne pas reproduire normalement les erreurs qui ont été commises par le passé. Il faut aussi qu'on s'adresse à notre cible dans la langue que parle notre cible. Pourquoi France 24 a lancé en 2011 un France 24 en arabe, après l'avoir fait en anglais et en français? Parce que l'anglais et le français ne suffisaient plus. Il fallait qu'on parle différemment, il fallait que France 24 parle différemment à sa cible et aussi à ses annonceurs. Donc l'ambition, nous, qu'on a par exemple, c'est de faire venir des annonceurs anglophones. Donc il faut pouvoir innover, proposer des formats différents et accompagner, être dans une logique d'accompagnement. Je pense que c'est vraiment la logique qu'il faut mettre en place avec l'annonceur pour qu'on puisse avoir un modèle économique qui nous permet de pouvoir souffler, de pouvoir, Mactar l'a dit, la télévision coûte cher, c'est de l'expertise, c'est du matériel, et pouvoir au fur et à mesure réinvestir dans son outil de production sans lequel la télévision n'existerait pas. D'accord. Alors, il y a également un aspect assez particulier dans l'innovation des chaînes de télévision aujourd'hui, sachant que les technologies de l'information et la communication sont en train, quelque part, j'ai envie de dire, de gruger une part de marché dans, disons, dans l'espace publicitaire. Qu'est-ce que Canal+, je m'arrête à Canal+, pour ne pas préciser Gabon, mais je crois que la stratégie concerne toutes les filiales. Qu'est-ce que Canal+ prévoit justement pour ne pas se laisser dévancer par les technologies de l'information et de la communication? Alors, avant de répondre à la question, j'aimerais avoir un complément sur l'intervention de Laure. Effectivement, il y a l'accompagnement des annonceurs auprès des médias, mais aussi un problème de professionnalisation des médias, de gouvernance
et de vision, je voulais dire. On a le Gabon 24, c'est un exemple, et ce que dit Laure aujourd'hui, on en a eu le temps de partager, où on a vu vraiment la nouvelle vision de Gabon 24 avec un dynamisme qui ne sera pas celui qu'on a connu, mais peu sont des médias, dans notre, en tout cas, environnement gabonais, qui y pensent. Je vais peut-être partir de la télévision pour l'Internet, et je vais citer en tout cas un exemple pour moi de média qui a compris qu'il faut vraiment innover pour beaucoup plus attirer un annonceur. C'est Gabon Media Time, dans ce qui est de la presse en ligne. Vraiment, voilà un média qui s'est dit, bon, on va faire de l'information en ligne, mais comment? En la dynamisant. C'est le premier média en ligne qui fait faire des conférences de presse en Facebook Live pour ses annonceurs. Ça n'était pas prévu, hein? Non, c'est un exemple pour dire qu'il y a d'abord il y a une vision qu'un média doit mettre en place, il y a une professionnalisation de ses acteurs pour que l'annonceur se dise tiens, mais ça m'intéresse. Et c'est la vision de Gabon 24 aujourd'hui, c'est la vision de Label TV. Je ne dis pas ça parce que Maktar est là, mais on suit cette chaîne, on voit bien qu'il y a un professionnalisme derrière, ce qui n'est pas le cas chez certains d'autres annonceurs en fait. Donc il y a cet élément à travailler pour qu'effectivement nous on soit intéressés, nous en tant qu'annonceurs, pour un accompagnement conséquent. On ne met pas de l'argent sur une chaîne qui ne veut pas se bouger elle-même, en fait. Voilà. Et donc, sur la deuxième question, qu'est-ce que Canal+ fait pour ne pas être en marge du développement numérique. Vous avez dû remarquer que Canal+, aujourd'hui, outre la télévision, c'est pas mal d'éléments autour. On a numérisé nos programmes à travers l'application MyCanal. Aujourd'hui, on peut être partout. Tant que son abonnement est actif, on peut regarder les bouquins Canal+. Parce qu'on est conscient qu'effectivement, les gens sont mobiles, surtout en Afrique. Au Gabon, on est près de 1,8 million d'habitants, mais on a 800 personnes connectées tous les jours. 800 000. 800 000. Donc dire que c'est vraiment, je pense que c'est même une catastrophe numérique, parce que quand on en parle à l'étranger, on dit mais comment est-ce qu'un pays, près de la moitié de la population est connectée tous les jours. On a 700 utilisateurs Facebook au Gabon. 700 000, excusez-moi. Donc, vous dire à quel point le numérique est important, et nous, on l'a compris à travers des outils tels que MyCanal, tels qu'Iroko+. On parlait de Nollywood aujourd'hui. On donne la possibilité à toutes les femmes de regarder leurs novellas partout où elles sont, grâce à l'application Iroko+. Donc, dire qu'on est aussi avant-gardiste et on est acteur du développement numérique. La télévision évolue dans ses programmes classiques, dans son format classique, mais on touche aussi au numérique. D'accord. Alors, je crois savoir que c'est également le cas pour Label TV. Donc, il y a forcément des réflexions autour de la question de la numérisation de certains programmes. Je vais dire ça comme ça. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut en parler? Comment est-ce que Label TV fait pour justement s'arrimer à cette évolution technologique? Mais nous, le grand challenge et la grosse difficulté pour nous, c'est que, ok, nous sommes aujourd'hui ici au Gabon, mais nous ne sommes pas gabonais. Nous sommes aujourd'hui partout en Afrique. Quand nous disons, nous sommes la chaîne aujourd'hui qui couvre le mieux le continent africain, toutes chaînes confondues. Sur 6 satellites. Quand je dis couvrir, ce n'est pas seulement de voir de grosses antennes. Ça veut dire en DTH, qui est le mode de réception aujourd'hui numéro 1 sur le continent, direct to home, avec des antennes de 60 cm maximum, on peut nous capter du Cap au Caire, de Dakar à Port-Louis, avec même en France aujourd'hui, nous sommes sur la TNT en France, sur France 7. Donc un potentiel de 45 millions de foyers où les gens peuvent nous recevoir. Mais entre peuvent vous recevoir et vous reçoivent, c'est deux choses différentes. Parce qu'ils ont 300 chaînes, qu'est-ce qui les amène à vous regarder? Deuxième positionnement, nous sommes la seule chaîne aujourd'hui au monde à 100% de contenu africain. C'est un choix éditorial difficile, quelquefois presque intenable, mais c'est un parti pris. Je ne vais pas essayer, comme je l'ai dit, je ne vais pas essayer de reproduire des choses que les gens feront mieux que moi. Et donc sur chaque territoire où nous sommes, nous ne sommes pas, j'allais dire, nous sommes en concurrence avec tout le monde. Pas les chaînes nationales, parce que moi je pars du principe qu'une chaîne nationale sur un territoire doit être le leader. On peut être le leader même avec 15% d'audience. Avec 15%. Parce que les gens vont venir sur ton journal de 20h30 ou le truc de regarder. Si les gens regardent tous les jours ton journal de 20h30, je dis le pari est gagné à 90%. Le reste, il faut avoir des trucs d'appel pour pouvoir les appeler. Parce qu'il y a une profusion aujourd'hui d'offres. Donc nous, notre positionnement, il est celui-là. Nous avons aussi développé, nous développons plein de choses. Mais tout également est une question de moyens. Aujourd'hui, les chaînes thématiques que nous voulions développer, notamment en termes d'éducation, en termes de business, qui sont déjà installées au moment où je vous parle, si les moyens sont dégagés dans l'heure qui suit,
3 autres chaînes peuvent émettre ce soir, mais qui sont là. Nous avons 8 chaînes TNT installées qui sont en stand-by. Donc, c'est la question à la fois des contenus, mais c'est la question des moyens. Nous avons également développé quelque chose qui est, nous allons le dire, mieux que WeTransfer, Label Space, qui peut permettre à des gens partout dans le monde de contribuer, de poster, de mettre des trucs, etc. Donc, dans toute cette plage d'innovation, d'application, etc., nous avons des gens qui ne sont pas forcément ici, mais partout, des Africains qui sont en Europe, qui sont au Canada et partout ailleurs qui le font. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas prendre l'avion à Dakar sans voir Label TV. Nous sommes à l'aéroport de Dakar 24 heures sur 24 sur tous les écrans. D'ailleurs, peut-être dire à Libanais, parce qu'il paraîtrait que je suis même le propriétaire de ça, c'est pourquoi nous sommes sur tous ces écrans géants. Donc je vais demander les titres de propriété, mais c'est ce type de marketing que nous avons. Donc aussi bien au Sénégal, partout au Mali aujourd'hui. La plupart des gens, vous pouvez aller dans au Mali sans voir Label TV. Donc nous essayons, à travers Facebook, à travers Twitter, à travers tous ces outils, de nous adapter. Mais c'est également une interpellation en termes de ressources humaines qui correspondent à ces besoins, de journalistes spécialisés dans le digital, qu'il faut, même s'ils sont formés, qu'ils existent, qu'il faut remettre à flot. Et peut-être l'une des astuces, c'est ce type de partenariat avec des instituts comme Gabon Media Time, quelquefois également entre nous, Gabon 24, Gabon Première, ou la RTS, la CRTV comme nous le faisons, sur des opérations ponctuelles, une nuit du SIDA, sur le 8 mars ou le 17 truc pour la journée de la femme, sur des trucs thématiques comme ça, que nous nous mettions en pôle position et en pool pour développer effectivement des concepts en coproduction. Rien ne nous empêche de faire des choses ensemble. Nous pouvons faire un magazine santé ensemble, nous pouvons faire des trucs que nous pouvons vendre non seulement ici au Gabon, mais qui se positionnent sur toute l'Afrique, doublés, puisque nous avons des capacités de doublage. La première station, le premier studio numérique 100% de doublage en Afrique se trouve ici au Gabon. Il n'a pas été utilisé une seule fois. Voilà la réalité. Alors, vous avez abordé un aspect très important du développement d'une entreprise. Vous avez parlé évidemment du capital humain, donc des collaborateurs qu'il vous faudra avoir pour pouvoir gérer un certain type d'outils de communication qui vous permettront évidemment de vous arrimer à l'évolution des technologies de l'information et de la communication. Et là, je vais m'adresser à Laure. Ça fait pas très longtemps que vous êtes à la tête de Gabon 24, donc une fois arrivé, vous avez forcément fait face à cette réalité. Il fallait recruter du monde parce qu'il y avait des changements en vue. Et je suppose que ces changements-là ont forcément intégré l'évolution de la chaîne dans les 5 ou 10 prochaines années. Alors, comment ça s'est passé ? Alors, ça me permet de rebondir sur ce que disait Chrismin tout à l'heure. J'ai donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, une expérience professionnelle panafricaine. Mais c'est vrai que la professionnalisation est un problème au Gabon. D'autant plus que quand nous avons des nouveaux métiers, comme les métiers du digital. À Gabon 24, on a la chance d'avoir un responsable du digital. Mais c'est vrai que nous sommes dans un pays où malheureusement, nous n'avons pas les structures de formation qui sont à la hauteur des attentes et des challenges qu'on a, nous, médias, à relever. Et comme disait Maktar tout à l'heure, il soulignait l'importance du transfert de compétences, d'échanges, d'expériences. Et c'est vrai que nous, Gabon 24, on essaie, depuis qu'on est, avec mon adjointe, arrivé donc à la tête de cette chaîne, de profiter de tous les moments où on peut effectivement faire du transfert de compétences. On va être partenaire d'un événement prochainement qui va nous permettre de faire former des agents. Pourquoi ? Parce que les médias évoluent. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. La façon de consommer l'information évolue. Non seulement nos téléspectateurs consomment l'information différemment, ils travaillent, ils sont pressés, les femmes travaillent, comme je vous le disais, mais nos téléspectateurs ont aussi besoin qu'on les aide à comprendre l'information. Ils ont besoin de décryptage, ils ont besoin qu'on les aide à digérer cette information. Et là, on a forcément besoin d'avoir des experts. On a besoin d'avoir des journalistes qui sont des journalistes thématiques. Gabon 24 est une chaîne thématique et je reviens aussi à ce qu'on disait tout à l'heure. Les téléspectateurs ont besoin qu'on leur parle de thématiques qui les touchent au quotidien.
Ils ont besoin qu'on leur parle santé, ils ont besoin qu'on leur parle éducation, ils ont besoin qu'on leur parle environnement. Ils ont besoin de comprendre la société dans laquelle ils évoluent tous les jours. Et pour ça, il faut qu'on ait en plateau des journalistes qui sont spécialisés. C'est la grande difficulté quand on est dans un pays comme le Gabon, contrairement au Sénégal ou au Cameroun, où on a effectivement des écoles de formation. Moi-même, je suis diplômée de l'école de journalisme de Lille. Je considère que c'est une chance parce que le journalisme n'est pas une exception. Je le répète souvent, l'architecture, ça s'apprend. Pourquoi le journalisme ne s'apprendrait pas ? Et c'est vraiment une problématique très importante parce que, comme le disait Chrismin tout à l'heure, après, c'est un problème de confiance avec les annonceurs. C'est un problème de confiance avec les téléspectateurs. Quand vous avez en plateau quelqu'un qui n'est pas capable de remettre en perspective, d'expliquer les enjeux, de décrypter une information, alors surtout quand on fait du hard news comme nous, on a des informations parfois très, très brutales. Quand vous avez quelqu'un qui n'est pas capable de rebondir, qui n'est pas capable de dresser la table pour que le téléspectateur s'installe et puisse faire son repas et digérer l'information comme il faut, c'est un vrai problème. Et c'est un problème qui a des répercussions sur le modèle économique de la chaîne, parce qu'effectivement, nous, à Gabon 24, on le voit, on est en train de faire en sorte de recréer un lien de confiance avec les annonceurs. Quand vous avez un annonceur qui a perdu confiance, et comme tu disais justement, Chrismin, tout à l'heure, c'est de l'argent, la publicité. Et on n'a pas envie de mettre de l'argent dans une chaîne où la grille des programmes n'est pas stabilisée, parce que on a commencé une production, puis en fait, on n'a pas écrit la bille de production. Donc là, je parle vraiment du secteur que je connais, c'est-à-dire la notice de la production. Donc on ne sait pas trop où on va. On va inviter des gens en plateau et puis on n'a pas vraiment de problématique. Donc on invite des experts mais qui eux-mêmes ne sont plus à la page, actualisés. La professionnalisation est un vrai problème. À Gabon 24, on a donc, comme tous les médias ici, un problème de recrutement. D'autant que les défis sont très importants. Je disais tout à l'heure, on a la chance d'avoir un responsable du digital parce que les réseaux sociaux aujourd'hui sont très importants. On a des téléspectateurs qui de plus en plus, et là j'allais dire c'est peut-être un peu plus facile que pour Label TV, étant donné qu'on fait de l'information en continu, on fait du live. Notre cœur de métier, c'est d'aller au plus près de l'information. Donc on fait du live sur le grand écran classique, mais aussi on fait du Facebook Live et on fait du YouTube, parce qu'on est dans un mode de consommation de l'information différent. Et c'est vrai que tout le monde n'est pas capable de pouvoir faire du live. On a la chance à Gabon 24 d'avoir recruté un cadreur qui permet aujourd'hui de faire vivre des événements en direct. On a vu l'arrivée la dernière fois du président de la Côte d'Ivoire ou encore du président du Togo avec des images de qualité. Mais c'est un métier et ça s'apprend. Et la grande difficulté aujourd'hui pour des médias comme nous, c'est qu'on a besoin d'avoir des gens formés tout de suite. Donc c'est vrai que la formation en interne, et nous-mêmes, mon adjointe et moi, Marie-Noëlle Adameyo et moi, on fait au quotidien du transfert de compétences. Mais en même temps, c'est très difficile de transférer des compétences en même temps que votre agent doit exécuter la mission que vous lui confiez. C'est la grande difficulté qu'on a aujourd'hui et c'est vraiment un challenge qu'on a à relever. Alors, on a la chance aussi, grâce à cette digitalisation, de profiter de tutos en ligne. Il y a BBC Africa qui a lancé une école de formation au journalisme en ligne. Alors, c'est en anglais ou traduit, c'est en français et c'est en anglais et traduit en français. Et c'est vrai qu'il faut aussi qu'on amène nos agents, nos journalistes à se former eux-mêmes sans qu'on puisse être au quotidien avec eux. Et la question de la formation en continu, c'est pas parce qu'on a 40 ans qu'on peut pas faire un master. Moi, j'ai refait des études en 2017, j'ai fait un master de management. C'est très important aussi que les personnes avec lesquelles nos collaborateurs se renouvellent et voient aussi comment eux, à leur niveau, ils peuvent, j'allais dire, rafraîchir leurs connaissances, se remettre à la page pour pouvoir innover au bénéfice du média pour lequel ils travaillent. Merci pour toutes ces contributions et on va continuer parce que justement ce que vous dites doit forcément appeler aussi des réactions
il y a un aspect qu'on a évoqué, que j'ai entendu dans l'échange, c'est celui aussi de l'innovation pour les entreprises, pour les organisations. Aujourd'hui, comment on peut faire pour que les personnes qui sont avec nous et qui sont soit dirigeants d'entreprise, soit des cadres, puissent savoir s'ils souhaitent justement emprunter ce train de l'innovation, comment est-ce qu'ils peuvent le faire? D'accord. Après, il faut le rôle qu'on a aujourd'hui dans des marchés comme les nôtres, comme le Gabon, c'est aussi de driver l'écosystème. Il arrive parfois que le responsable de communication que je suis ait des besoins et qu'en face, il n'y ait pas forcément l'offre qui permet de réaliser mon besoin. Je prends un exemple bête. Canal+, aujourd'hui, a la notoriété qu'il faut. Canal+, pour vendre des décodeurs, on sait le faire. Mais comment donner envie aux gens de se mettre devant la télévision chaque soir pour regarder Canal+, c'est ça notre gros challenge, surtout lorsqu'on est dans un pays comme le Gabon où Canal+ a 140% de taux de pénétration. Le challenge, c'est de fidéliser les gens, de les retenir et de se réabonner surtout, en fait. Et on se dit, pour que quelqu'un se réabonne, il faut bien qu'il sache ce qu'il doit regarder à la télé. Comment on communique sur nos programmes, le contenu chaque jour. Et j'ai été l'un des premiers responsables de communication de Canal+ en Afrique à demander à ce qu'on ait des pages Facebook locales. Avant, il y avait la page Canal+ Afrique qui diffusait des messages pour toute l'Afrique. Mais très générique, quoi. Très générique. On dit, mais à un moment donné, on est dans des marchés, on a des populations, on a des codes, des styles à utiliser pour leur passer des messages. Donc, donnez-nous l'opportunité de créer des pages Facebook. Bon, ça a été validé. Aujourd'hui, on est sur les 13 filiales, je pense qu'on est 8 à avoir des pages Facebook qui permettent en tout cas de communiquer, de toucher la cible de façon plus locale. Mais ça ne suffit pas. Parce que c'est vrai qu'on a 700 000 utilisateurs Facebook au Gabon, mais il y a aussi des gens de l'arrière-pays qui n'ont pas forcément la 4G, qui n'ont pas la 3G. Je pense aux gens à l'Astorville derrière qui prennent le train. Et j'ai rencontré des régies publicitaires en leur disant mais il faut qu'on arrive à utiliser les trains et les gares pour communiquer de manière dynamique. Les écrans dynamiques peuvent être dans des gares et des trains, puisqu'aujourd'hui on a une société d'exploitation du Transgabonais qui est beaucoup plus modernisée. Les trains sont beaucoup plus modernes qu'avant. Pourquoi pas investir dans ce type de projet? C'était facile de les mobiliser sans t'interrompre? C'était facile parce que j'imagine que ça nécessite des fonds. Oui. Et donc pour démarrer... Oui, nous on s'est dit, Canal+, on est prêt à financer le premier qui veut se mettre là-dessus. Donc c'est driver l'écosystème, c'est dire, bon, moi je veux communiquer plus près des abonnés. On fait la demande auprès de régies qui sont déjà implantées, peut-être dans la régie classique d'affichage des panneaux. On dit, mais investissez dans ce pan parce que nous on en a besoin. Investir dans l'affichage dans les taxis urbains à Libreville, c'est pas sorcier. Mais il faut que en fait, l'annonceur fasse la demande et peut-être que parfois les sociétés qui sont implantées en tant que régie n'ont pas l'idée, n'ont pas identifié le besoin. Et donc c'est le rôle aussi du responsable de communication de connaître son marché, de se dire sur cet élément-là, il faut que je drive l'écosystème. Donc il y a aussi ces éléments et c'est ce que nous on s'appuie à faire chaque jour. On a le premier Facebook Live, je reviens à Gabon Media Time qui a été fait. Il a été fait par Canal+, on a dit Gabon Media Time, mais bon, à un moment donné, c'est bien de faire une conférence de presse et d'attendre le 20h pour que les gens soient informés de ce qu'on a lancé. Vous avez une page Facebook qui a aujourd'hui 60 000 abonnés. Nous, on veut... 66 000, Ferdinand corrige. Okay. Voilà. On aimerait bien que quand vous couvrez notre conférence de presse, qu'en même temps, en simultané, que les gens découvrent sur les réseaux sociaux. Je pense que je passe sous le contrôle d'Harold et Ferdinand. Je pense qu'on est le premier annonceur à le faire avec vous. Et aujourd'hui, c'est un peu rendu possible pour tous les autres annonceurs. Donc c'est driver l'écosystème. À un moment donné, quand on veut plus et qu'il n'y a pas plus, faut créer cela auprès de Alors partenaires. Justement, transition parfaite. On a le patron qui est fondateur de Gabon Media Time. Je serais très curieuse de savoir ce qui t'a donné envie de te lancer dans les médias en ligne. À une époque où c'était peut-être déjà existant, mais vous l'avez fait quand même avec une énergie particulière. J'aimerais bien que tu nous expliques ça. Bonsoir tout le monde. Chacun de nous ici a un smartphone entre ses mains, sinon quelque part dans sa poche est facilement accessible. Et ce que j'ai remarqué avant de lancer Gabon Media Time, c'est qu'il y avait des médias en ligne qui étaient présents, notamment Gabon Review, Gabon Actu et Gabon Echo, donc qui étaient les 3 leaders, et qui malheureusement n'avaient pas en fait de stratégie digitale, qui n'avaient pas cette vision-là de se dire les gens ils vont sur Facebook. Et c'est surtout à une époque où les interactions sur Facebook devenaient vraiment intéressantes. C'était à la veille de la présidentielle, donc je pense que c'est courant juillet 2016
que l'idée nous est venue de lancer gabonmediatime.com. Certains pensaient que c'était simplement dans le vent de la présidentielle et qu'au final, le site disparaîtrait, mais non. Voilà, donc on a lancé le site et on s'est focalisé sur Facebook. Pourquoi ? Parce que on avait remarqué, grâce à des petites recherches qu'on avait faites, que beaucoup de gens passaient du temps sur Facebook et souvent à commenter des photos, à balancer des vidéos. Voilà. Parler de 66 000 abonnés, comment vous avez fait ? Ben, c'est la communauté qui s'est agrandie. Sans nous trahir les secrets, voilà. Mais comment vous êtes parvenu à vous imposer avec cette stratégie digitale ? Mais déjà, c'est la spontanéité dans le traitement de l'info. Voilà, je parle à côté d'un ancien de Shell. On a été le premier média au Gabon à dire que Shell partirait du Gabon. Donc ça fait un tollé incroyable. Je pense qu'on a même reçu des appels pour nous dire mais comment vous avez su en fait ? Mais c'est simplement, voilà, on fait de la veille médiatique et on essaie de diffuser rapidement de l'information. Et donc pour aller plus loin, quand j'ai constaté que WhatsApp aussi commençait à prendre de l'ampleur, ben, j'ai initié en fait un système d'abonnement, donc un fil WhatsApp. À partir duquel nos lecteurs qui s'abonnent peuvent recevoir de l'information en direct. Voilà. Et en 2 ans, on est à près de 25 000 numéros de Gabonais du Gabon ou de l'étranger, hein, ou des personnes qui vivent au Gabon qui se sont abonnés. Aujourd'hui, c'est à peu près 25 000 personnes qui reçoivent comme ça tout ce que nous publions dans la journée. Et d'ailleurs, même pour ça, souvent quand on a des actualités qui sont un peu chaudes, le site, il n'arrive pas à supporter qu'il y ait 10 000 ou 12 000 connexions au même moment. Et souvent, quand les gens y vont, il y a une page blanche et ils pensent qu'on a retiré l'article. C'est comme quand on a annoncé la suspension du vice-président. On l'a fait très rapidement. Oui. Et très rapidement, on a eu des pics de 10 000 lectures en même pas 30 minutes. Ça, c'est quand même un point important, voilà. Parce que ça veut dire que c'est une success story à l'échelle du Gabon. Est-ce que vous envisagez d'évoluer et de créer, pourquoi pas, un modèle panafricain ? Je rentre de Brazzaville, où j'ai passé 4 jours à réfléchir avec un compatriote qui est à Brazzaville, qui est aussi un des cofondateurs de Gabon Mediatime, Harold Chibinda, avec qui on envisage de lancer Congo Mediatime. Donc le lancement officiel se fera très rapidement. Super, donc là on va vous retrouver un petit peu partout en Afrique. Félicitations. Alors vous n'êtes pas les seuls à innover. Anne-Marie Jobin, tu as un média qui est connu maintenant, aujourd'hui. C'est un journal qui est dans toutes les tables. Je te vois partout. Je te trouve absolument partout. Et je pense que toi aussi, au-delà de la presse écrite, vous avez commencé à mener une vraie réflexion et vous êtes même lancé dans une stratégie digitale pour avoir d'autres formats. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, c'est vrai. En même temps, je considère que le papier est encore important au niveau de la presse écrite et surtout quand on a une thématique économique. C'est un média qui effectivement commence à être reconnu. On a complètement changé notre système de distribution. On le distribue nous-mêmes. On a évidemment des preuves d'appui. Et on s'appuie sur tous les réseaux sociaux, parce que comme vous l'avez dit, c'est indispensable d'avoir aujourd'hui des relais digitaux. Et pour ce faire, on est même en train de créer une chaîne YouTube de façon à justement pouvoir enregistrer nos interviews, en tirer la meilleure des quintessences et puis pour pouvoir être dynamique et animer l'économie, parce qu'en fait, c'est quoi l'économie ? C'est juste le reflet du pays. Je ne parle jamais de politique dans l'économie Gabon Plus. C'est très possible. Ça, c'est aussi le respect de la déontologie du métier, à mon avis. Alors ça, c'est quand même un point important, déontologie. On parlait, Ferdinand, du rôle des médias dans le développement économique. Il y a aussi cette nécessité de parler de l'éthique quand on parle de médias. Là, je me retourne vers toi, Matar, peut-être, pour réagir sur ce volet-là. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'on ait véritablement un dispositif, une organisation qui vient réguler aussi la profession de journaliste ? Absolument, c'est des questions essentielles. Je pense qu'on les a abordées un peu en filigrane. Mais juste à titre de rappel, vous dire, il y a quelques années, je pense, c'était il y a à peu près 12, 13, 14 ans, j'avais été commis à la fois par l'Union européenne et l'Union africaine pour une étude pour mettre ce qu'ils avaient appelé l'Observatoire panafricain des médias.
Les études avaient été faites avec un panorama total de tout ce qui se fait en termes de médias, en termes de régulation, d'autorégulation, de structure de formation, des synergies nécessaires, des recommandations avaient été faites, mais c'est resté en l'état. Mais je pense qu'effectivement, ce type d'idées, il faut aussi les remettre à flot. Moi, je crois beaucoup à ça, à un observatoire panafricain des médias. Quand on dit médias, tous médias confondus, hein, presse écrite, les sites, tout vraiment. Ensuite, chacun selon ses spécificités, mais également, encore une fois, la question de la formation en permanence. Je pense que c'est ça qui règle les questions d'éthique et tout. Parce qu'aussi, il faut le dire, dans la profession, il y a aussi des francs-tireurs. Il y a des gens qui sont entrés par usurpation, comme moi. Mais peut-être il faut avoir l'éthique ou ne pas l'avoir. Mais quand on entre dans un métier où tout s'apprend, effectivement, quand on est chirurgien, ça s'apprend, dans d'autres métiers, ça s'apprend, il y a des règles, il y a un certain nombre de choses qu'il faut pouvoir respecter. Et donc ça, je pense qu'aussi, l'autorégulation aussi. Le tribunal des pairs, je crois beaucoup en ce genre de structure qui permet de réguler pour éviter des procès, éviter un certain nombre de choses. Et en définitive, c'est cette crédibilité-là qui nous permet d'asseoir une certaine viabilité économique. Parce que les gens auront confiance en nous. Et également, dans l'éthique aussi, c'est pareil. Dans les différents trucs, notamment quand on a été dans le service public au Sénégal, lorsque les gens disent, on couvre, après on va attendre comme l'argent du taxi, ou des choses comme ça. Quand vous avez ce type d'attitude, mais les gens ne peuvent avoir aucun respect pour vous, ni pour vos organes, ni pour trucs. Et je pense que c'est une profession qui est noble. Quand les gens sont chez eux et dorment, quand les gens sont en fête, quand les gens sont, je ne sais pas, les gens des médias sont, comme j'allais dire, les gens de la sécurité, ils sont au front 24 heures sur 24, 365, 366 jours l'an. Quand on fait un métier aussi noble, il faut le porter, se battre, croire en soi. Également, ça pose la question du statut des professionnels, des rémunérations, de tout l'environnement, dont la responsabilité également des États en termes d'accompagnement. C'est un ensemble qui se tient. Dans le même ordre d'idées, j'aimerais bien qu'on puisse aussi faire réagir Lisa Marie, qui a une agence de communication digitale et qui est surtout axée sur la régie. C'est une agence de com régie. Donc, si tu veux bien nous partager un petit peu ton feedback sur ce sujet-là, l'innovation dans le terrain de la communication. Merci Zéna. Je suis Lisa Marie Bongota, consultante. J'ai monté Étincelle il y a 7 ans et je suis la régie publicitaire de Canal+ depuis 4 ans. Pour compléter ce que Chrisma a dit, je pense que la force aujourd'hui de la régie publicitaire de Canal+, au-delà du fait d'avoir un produit panafricain, c'est effectivement aussi, comme Laure l'a mentionné, que nous avons des études sur lesquelles nous pouvons justement axer notre grille tarifaire. Le cas du Gabon est un peu particulier. Je vais revenir à l'innovation. Je vais juste revenir en arrière sur ça pour compléter la réponse de Chrisma. Le cas du Gabon est un peu particulier parce que, comme l'a dit Chrisma, on a 140% de taux de pénétration aujourd'hui de Canal+ au Gabon, ce qui est exceptionnel sur l'ensemble du réseau. Mais on a aussi une toute petite population de 2 millions de personnes et les gens ne comprennent pas toujours la nécessité en fait de communiquer pour une si petite cible. Alors qu'aujourd'hui, en réalité, si vous voulez parler aux Gabonais, il faut être sur les chaînes Canal+. Je vais aussi aller dans le sens d'Anne-Marie. Moi, je crois aux médias classiques, papier et télévision. Je crois qu'ils ont encore un bel avenir. Je crois que le digital est très important, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier que aujourd'hui, si on parle d'investissement et surtout si on parle de retour sur investissement pour les annonceurs, la meilleure manière de communiquer aujourd'hui, c'est de combiner les médias. Ce n'est pas de faire du 100% digital, ce n'est pas de faire du 100% télévision, c'est pas de faire du 100% presse écrite, mais c'est bien une combinaison. Je peux en parler parce qu'en tant que consultante, j'ai été de l'autre côté de la barrière. J'ai été aussi chargée de communication pour plusieurs grandes entités, entreprises privées et publiques. J'ai étudié les propositions des autres et aujourd'hui, c'est moi qui fais des propositions. Et il se trouve que, quel que soit l'événement, si vous ne faites pas une communication à 360 degrés, vous n'existez pas. Vous pouvez communiquer uniquement sur la télévision, vous n'aurez pas certaines cibles. Vous pouvez communiquer uniquement sur le papier, vous n'atteindrez pas certaines cibles. Aujourd'hui, la seule manière d'être efficace en tant qu'annonceur et de pouvoir réellement réaliser un retour sur investissement en budget, c'est de communiquer sur l'intégralité des supports disponibles. Alors ça, c'est valable pour les grosses organisations ou les entreprises qui ont les moyens, qui ont des budgets communication. Est-ce que selon toi,
dans les entreprises qui peuvent te consulter, pour les petites sociétés, les petites PME, ceux qui démarrent, ils peuvent aussi se payer le luxe de pouvoir communiquer et exister sur ces espaces-là, digitaux, mais aussi médias. En réalité, c'est pas si cher de communiquer. Ce qui est cher, c'est de ne pas savoir ce qu'on fait. Ce qui est cher, c'est de ne pas cibler correctement sa stratégie de communication. Aujourd'hui... Parce qu'aujourd'hui, avec une stratégie qui est intelligente, sans avoir à dépenser des millions, on peut réellement être efficace. Un petit événement qui communique mal, c'est déjà de l'argent dépensé inutilement. Moi, j'ai vu énormément de dossiers de sponsoring passer avec des stratégies de communication à 30 millions. C'est surréaliste. C'est complètement surréaliste. Aujourd'hui, une maison vaut 30 millions au Gabon. On ne peut pas dépenser 30 millions de panneaux publicitaires. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on se regarde en face, qu'on soit capable d'avoir du recul sur les objectifs qu'on veut atteindre, sur les cibles qu'on veut atteindre, et effectivement qu'on professionnalise les métiers de la communication. Aujourd'hui, n'importe qui peut faire de la communication. C'est pour ça que ça n'a pas de valeur. Et aujourd'hui, je pense que c'est aussi notre responsabilité en tant que professionnels d'essayer nous-mêmes, comme disait Mactar, de se normer, de se challenger, de se checker en fait, et de s'assurer qu'on fournit effectivement à nos annonceurs, à nos partenaires des stratégies de communication qui sont réalistes et réalisables. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Ras Birama, tu es le directeur général de IP9. Et donc IP9, tout le monde connaît, donc je ne présente pas. Mais aujourd'hui, vous qui évoluez dans ce secteur-là du numérique, vous offrez des solutions Internet. On est dans un contexte, on ne va pas se le cacher, qui est quand même un contexte de crise. Est-ce que c'est facile de continuer à exister en tant qu'entreprise? Et vous, comment est-ce que vous parvenez à innover dans votre manière de vous positionner vis-à-vis de vos clients et aussi de pouvoir continuer à en grappiller de nouveau? Je pense que ceux qui se souviennent de IP9, on a révolutionné le marché de l'Internet au Gabon et on l'a transformé et on lui a donné l'image qu'elle a aujourd'hui. On est ravis. Notamment en cassant les prix, hein. Vous avez été les premiers à... Exactement. Et ça, c'était une innovation. D'aucuns diront diminuer les prix, ça n'a rien de particulier, mais c'est une innovation. À cette époque-là, il fallait innover et on l'a fait. Et comme tu l'as si bien dit, le secteur est devenu assez compliqué, il y a la crise. Et nous, en tant que jeune entreprise, on tient vraiment ce créneau-là d'innovation. Et on a très vite compris que donner de la connexion Internet depuis 2 ans ne sera plus quelque chose de recherché au Gabon. J'aime à dire qu'il y a 2 ans, la question que tout le monde se posait, c'est comment est-ce que je me connecte? Les gens qui venaient nous voir, j'ai besoin d'une connexion, comment je fais pour me connecter? Et aujourd'hui, la question a totalement changé. Qu'est-ce que je fais avec ma connexion? Parce que les connexions, on en trouve pêle-mêle et à tous les prix. Et donc du coup, se pose la grande question de qu'est-ce qu'on consomme avec notre connexion Internet. Et ça rejoint très clairement la thématique d'aujourd'hui. Et nous, on s'inscrit dans une innovation pour accompagner justement les producteurs de contenu. Et donc, il y a quelques mois, on a lancé un produit qui s'appelle IP9 TV, qui est un bouquet télé entièrement mobile. Autrement dit, c'est une application qui agrège des chaînes de télé. Je suis ravi d'avoir devant moi aujourd'hui, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter, des patrons de chaînes de télé, d'injecter des flux de télévision live dans une application pour les usagers. Et ça part du principe que Christophe a énoncé tout à l'heure, la consommation du mobile, l'utilisation du mobile est devenue telle qu'on ne peut plus s'en passer. Et c'est une grande cible. Vous imaginez 700 000 personnes par jour ont leur mobile. Parmi les 700 000 Facebookers, entre guillemets, comme on dit, plus de 90%, voire 95% utilisent un mobile pour le faire. Donc le mobile est devenu l'outil de consommation de contenu le plus répandu. Et donc nous, comme on a su le faire il y a 6-7 ans, eh bien on a pris le pari de devancer et de proposer une solution. Et du coup, on a un positionnement local et panafricain.
Et notre objectif, c'est de rentrer dans ce bouquet toutes les chaînes nationales africaines et toutes les chaînes locales. On a commencé avec les chaînes locales. On a déjà Gabon Première. J'espère qu'on aura avec leur Gabon, on est là pour ça. Gabon 24. On est aussi là pour ces synergies-là. Et Label. Et de l'autre côté, l'autre pan de cette innovation, c'est la promotion du contenu produit localement. Donc on a commencé à initier des contacts avec des petits producteurs. J'aime à citer une petite agence de production qui s'appelle Naya TV. C'est un jeune d'à peine 30 ans qui, en 2-3 ans, a atteint un niveau de professionnalisme qui me laisse admiratif. Et ce genre d'initiatives, on a envie de les promouvoir. Et on prépare. Donc on a un volet VOD dans cette application qui sera destiné à ce genre de production. Je cite par exemple un jeune entrepreneur cuisinier gabonais qui s'appelle Chef au Miel, qui a produit une émission avec une dizaine d'épisodes de Qui passe en cuisine. Et bien, ce genre de contenu, on va le promouvoir. Et donc, on est en discussion avec lui pour proposer la version replay de ces émissions. Et je pense, dans vos problématiques en tant que chaîne de médias, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est un repas qui se consomme. Oui, des fois, on mange un coupé-coupé le matin et le soir, on a envie d'un autre coupé-coupé parce que ça nous a tellement laissé. Donc, le volet replay devient quelque chose de très important pour vous aussi. Et nous, on est là pour proposer une solution pour vous permettre d'atteindre des cibles qui ne se mettent pas devant la télé, mais qui peuvent consommer en décalé ce que vous produisez. Et c'est de la continuité dans votre métier. C'est une autre manière de fidéliser aussi. Exactement. Nous, notre innovation, le cap d'innovation qu'on est en train de prendre est là. Donc, je sens qu'il y a des choses qui vont se dire pendant le thé. Parce qu'il y a un apéro après, on ne va pas se quitter. L'application est disponible. On a fait un lancement, on va dire, en sourdine pour justement tester le produit sur le marché. Et au fur et à mesure qu'on enrichit le contenu, on va passer à de la communication grand public et faire connaître le produit. Très bien. Alors justement, tu parlais d'entreprises qui innovent. On est dans un lieu particulier. On est là à la SING, qui est la Société d'incubation numérique du Gabon. On va avoir Noémie qui va... je la vois... Elle est là. Noémie qui va nous expliquer aussi ce que c'est que la Société d'incubation numérique. Parce que précisément, vous en avez pas mal. Des entreprises qui sont ici, des jeunes entrepreneurs qui innovent dans des secteurs très différents. Donc bonjour à tous. Voilà. Je ne suis pas dans la meilleure de mes missions. Je préfère de loin être à gérer ma paperasse là-haut. Donc je ne vais pas être très longue. Je vais vous dire qui nous sommes et pourquoi nous sommes associés à Global Mind pour cet événement. Donc la SING est une société d'innovation numérique donc, qui se positionne en tant qu'expert auprès des administrations et des entreprises privées, donc pour les accompagner dans leur processus de transformation digitale. Donc on va les aider à perdre moins de temps et moins d'argent lorsqu'ils se lancent dans des missions de transformation numérique. Donc la SING accompagne également les startups. Donc nous avons créé l'incubateur Pivot 4.0 qui est 100% numérique. Donc pour accompagner les entrepreneurs qui se lancent dans les projets dans le domaine des TIC. Donc la SING, c'est également un espace de travail accessible et ouvert à tous, au grand public, aux communicants et aux entrepreneurs que vous êtes. Donc un espace pour travailler, échanger, donc on peut se rapprocher de toi si on veut organiser des événements ici. Exact, comme voilà, celui qu'on organise aujourd'hui. Super, c'est bon à savoir. Voilà. Donc notre mission, c'est de rendre les économies africaines plus compétitives grâce à l'innovation numérique. Donc c'est pourquoi on a voulu s'associer à Global Mind pour cet événement dont la thématique est l'Afrique, terrain d'innovation pour la communication. Parce qu'on y croit fermement que l'Afrique est un terrain d'innovation. Et l'une de nos stratégies justement, c'est de contribuer à ce mouvement mondial de l'innovation inversée. Donc c'est ce mouvement qui veut que les prochaines grandes innovations soient d'abord développées dans les pays émergents, notamment en Afrique, pour pouvoir s'exporter plus tard vers les pays développés. Donc dans ce sens, le Gabon, c'est un hub d'innovation et la SING se propose d'être ce lieu qui va donc
accompagner les jeunes à développer des idées et créer des synergies. Super, merci beaucoup. Ça veut dire qu'il faut qu'on vous suive de très très près parce qu'il y a plein d'entreprises qui font des choses géniales. Ouais. J'en profite juste pour saluer aussi la présence de la Banque mondiale parce que je sais qu'ils soutiennent votre initiative. Exact. Et ça fait vraiment plaisir de voir des institutions aussi importantes se soucier de problématiques d'innovation, d'entrepreneuriat. Je pense qu'il faut le saluer. Ouais. Donc, la représentante résidente de la Banque mondiale a tenu à être là personnellement. Elle aurait pu nous envoyer quelqu'un, mais c'est dire que c'est vraiment un sujet qui lui tient à cœur aussi et que c'est une réalité pour la Banque mondiale. Donc ça, c'est important à saluer. Ok. Donc c'est un partenariat public-privé justement, donc que l'État gabonais a pris un prêt auprès de la Banque mondiale pour financer nos activités avec le secteur privé. Donc voilà. Comme quoi les PPP, ça marche. Ouais. Merci beaucoup Noémie, okay. Merci infiniment. Alors, je voulais juste avant qu'elle ne parte préciser qu'elle a dit que c'était pas sa meilleure mission. Donc imaginez ce que c'est ailleurs. Je crois qu'on peut vraiment l'applaudir pour elle. Je crois qu'il va y avoir des promotions ou des évolutions dans... on va innover encore dans les métiers, mais c'est très bien. Merci. Merci infiniment Noémie, merci beaucoup. Alors, on va passer aux questions. On va commencer par Stéphane. Alors Stéphane, je suis quand même obligée de te présenter, parce que on va dire oui c'est Shell, c'est pas que Shell, c'était Shell, mais aujourd'hui Stéphane Boudete, tu es le président de Latitude Monde, une cabinet de conseil qui est focalisé sur les problématiques de RSE et qui essaye justement d'amener les entreprises africaines, mais aussi les entreprises internationales qui sont positionnées sur le continent, à être beaucoup plus responsables, à être beaucoup plus engagées. J'en profite pour rappeler que tu as une initiative qui est excellente, que tu organises tous les ans, tu arrives à lever tous les patrons pour les intéresser à la problématique de RSE. Cette année, je crois que c'est à Marrakech. L'année prochaine, oui, en février. L'année prochaine, quatrième édition. Quatrième édition, donc c'est 2020. Oui, tout à fait. Bon. Rendez-vous est pris. Super. Merci Sénabou. Donc Stéphane Bell, je suis consultant en RSE et comme elle a dit, j'organise... Si tu veux bien te lever parce qu'il faut qu'on voit ton beau costume. Oh. D'accord, très bien. Donc Stéphane Bell, je suis consultant en RSE. En effet, j'étais directeur de la communication du groupe Shell au Gabon avant que Shell ne quitte ce pays. Oui, effectivement, j'organise depuis 3 ans l'African Business and Social Responsibility Forum. C'est une plateforme qui accueille des entreprises africaines. Ça va de la start-up à la grande entreprise, mais aussi des organismes comme la Banque mondiale, l'AFD, la Banque africaine de développement, pour partager un peu les expériences en matière de développement durable sur le continent. La vraie RSE, pas le greenwashing. Donc la 4e édition, les 2 premières éditions ont eu lieu à Maurice. La 3e a eu lieu en février dernier à Kigali et cap sur Marrakech pour février 2020. Très rapidement, ça va être une contribution sous le spectre de la RSE. Je m'adresse à mon ami de Canal, que j'ai rencontré aujourd'hui avec plaisir. Vous parlez un moment de confiance. Aujourd'hui, on parle de contenu local. Des structures comme les vôtres qui ont une posture internationale ont aussi, dans le cadre de ce qu'on appelle le véhicule contenu local, on va dire un peu le devoir de renforcer les capacités de sa chaîne de valeur. Ça, c'est très très important. Ça passe par des aspects de mentoring, parce que vous vous rendez compte que les marchés sont étriqués. Le Gabon, c'est un petit marché. Vous avez besoin d'acteurs qui sont innovants, d'accord, pour véhiculer vos missions, vos communications. Mais par contre, vous avez donc ce devoir aussi de les former. Vous pouvez faire ce qu'on appelle un diagnostic de leurs besoins, de leurs gaps, et voir comment, dans le cadre de vos politiques RSE, au-delà, je ne m'adresse pas forcément à Canal+, je reviens sur cette notion de greenwashing, inauguration d'une école, repeindre les murs d'une école, et puis ça passe dans les médias. Ça interpelle aussi un peu les médias sur le due diligence des articles qu'on véhicule. Mais utiliser ce type de véhicule pour former. Écoutez, nous aujourd'hui, on a ciblé 2 médias gabonais, je prends un exemple, 2 médias gabonais qui ont un fort potentiel mais qui ont des gaps. Comment nous, Canal+, d'accord, champion, on met en place une politique de transfert de compétences, ça peut être par du financement de formation, pour permettre à ces structures de réduire leur gap de formation et in fine, vous derrière, avoir des services de qualité. Donc ça aussi, c'est très important d'intégrer ça dans vos processus RSE. Comment renforcer notre chaîne de valeur? Je profite pour dire qu'au mois de novembre, nous allons lancer la charte des achats responsables au Gabon. C'est une des recommandations du forum de Kigali. Et c'est intéressant que des champions comme Canal+ et d'autres structures, donc la Banque mondiale, j'aurai l'occasion éventuellement d'en parler avec la représentante résidente, qu'on puisse créer cet écosystème pour renforcer les compétences des structures qui montent en fait. Mais vous avez vraiment un rôle important à jouer dans le cadre de vos politiques de contenu local. Et pour revenir à nos chaînes africaines, c'est bizarre, vous allez à Dakar, Libreville, Yaoundé, Douala, même à Maurice à 14 heures d'avion d'ici. Le JT, le fameux 20h, c'est France 2.
TF1. Il faut qu'on sorte un peu du complexe du lointain. Faire confiance à la production africaine, à l'intelligence africaine, on a été formés, mais c'est quand même important d'avoir le roi chez lui, d'accord, et ses invités dans sa table. Parfait. Merci beaucoup, je pense qu'on peut l'applaudir. Merci beaucoup Stéphane. Merci Stéphane, parce que la remarque arrive à point nommé, ça me permet de parler d'un événement qui s'appelle les Samba professionnels, sur lequel Canal+ est partenaire de haut rang, parce que nous finançons une formation au journalisme. Donc on va sélectionner 20 participants sur études de CV et de lettres de motivation adressées à nos soins. Et nous allons donc, via Joël Ndong, qui est une présentatrice de Canal+, qui anime l'émission Bonjour Santé, du 3 au 8 juin, former des journalistes gabonais qui auront bien voulu être formés. Donc ça répond véritablement à ce que tu dis. Et on est vraiment inscrit dans cette dynamique. Le problème, c'est qu'on est tellement parfois pris par tout ce qui est messages commerciaux qu'en réalité, les marques n'ont pas le temps de parler de ce qu'ils font pour la RSE. Et c'est d'ailleurs l'objet de notre présence ici, et même des collaborations qu'on a avec des structures comme Gabon Media Time, c'est comment, à partir de maintenant, ne plus trop parler. Mieux relayer. Voilà, mieux relayer nos actions, parce qu'effectivement, les gens ont besoin de savoir ce qu'on fait. Et je peux vous en dire, en matière d'RSE et d'action citoyenne, Canal+, en tout cas, est un acteur non négligeable. Il y a une réalité aussi, c'est qu'on a du mal à avoir de la data en Afrique de manière générale. Quand on parle d'outils de médiamétrie, Laure, tu le soulignais tout à l'heure, il n'existe pas véritablement, il y en a très peu. Donc quand on parle d'organiser le secteur, c'est aussi de pouvoir créer ses propres outils pour défendre les positions de ces médias qui sont locaux, mais qui ont la chance et le talent de proposer des contenus qui répondent à une vraie exigence, à un vrai besoin, et à, comment dire, un peu bouger les lignes, de montrer qu'il n'y a pas que des médias internationaux, ils sont présents, c'est vrai, les JT, on les suit par moment, mais il y a aussi des médias comme Label TV, comme Gabon 24, comme Gabon Media Time, que tu soulignes très justement, qui arrivent à proposer des contenus de qualité. Donc. C'est justement ce qu'on a initié pour donc revenir sur les Samba professionnels. Grâce à Chris Main et donc à Canal+ Gabon, Gabon 24 est partenaire des Samba professionnels. Mais c'est au-delà d'un simple partenariat, c'est-à-dire qu'on a créé une synergie. Qu'est-ce qu'on s'est dit à Gabon 24 ? On est conscient qu'on a, comme vous le dites, un gap. On a un problème de compétences. Il faut qu'on renforce nos compétences. Renforcer les compétences, ça demande de l'argent, ça demande du temps. Et on n'est pas forcément organisé, nous, en tant que chaîne d'information en continu, pour pouvoir le faire. Travailler en synergie, c'est quoi ? C'est Canal+ qui nous parle de cet événement, c'est nous qui nous rapprochons des Samba professionnels. Et c'est mon adjointe et moi, nous avons la chance, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir fait des études de journalisme. On a fait toutes les deux l'école de journalisme de Lille. C'est faire des échanges avec les Samba professionnels, dire ok, nous on a besoin de renforcer les compétences de certains de nos agents en production, en cadrage, en montage. On pourrait, au quotidien, je suis une ancienne JRI, donc je pourrais très bien descendre au studio et moi-même mettre la main à la pâte, mais si je le fais, je ne fais plus mon travail. Mon travail, c'est de faire évoluer la chaîne. Donc on a cette logique de dire, ok, Joël Ndong vient, elle va faire un atelier, mais nous aussi, Marie-Noëlle Adameyo et moi-même, allons faire un atelier pour pouvoir donc faire du transfert de compétences avec toutes les personnes qui se sont inscrites au Samba professionnel et évidemment pouvoir en faire bénéficier nos agents qui vont participer à des ateliers de formation. Donc c'est une sorte d'échange marchandises. On parlait tout à l'heure peut-être d'innover la relation avec les annonceurs. On est aussi dans de l'échange marchandises. L'échange marchandises, c'est peut-être une notion qui malheureusement a été galvaudée ou qui paraît cheap, alors qu'en fait on peut échanger, on peut troquer beaucoup de choses. Aujourd'hui j'ai des compétences que je vais mettre au service de personnes qui se sont inscrites au Samba professionnel, et ça va me permettre en échange de faire former des agents de Gabon 24 qui vont pouvoir bénéficier d'un renforcement de compétences. Donc je pense que vous avez raison de souligner, et tu l'as dit aussi tout à l'heure Maktar, il faut qu'on travaille davantage en synergie. On est dans un petit pays avec des petits secteurs, mais c'est vrai qu'on ne travaille pas assez en synergie. Peut-être parce qu'on est tous les jours aussi dans notre quotidien et qu'on a des journées extrêmement prises et qu'on, comme tu disais tout à l'heure, parfois vous êtes englués dans des messages publicitaires, etc. Et qu'on a peut-être besoin d'avoir davantage de rencontres comme celle-ci
pour pouvoir prendre du recul et dire bah oui, c'est bête, tu es là, je suis là, j'ai des compétences, on peut peut-être échanger. Ça coûte pas d'argent. Ça va nous prendre une journée. Je vais faire une matinée et mon adjointe fera l'après-midi. Et ça va nous permettre forcément de monter en qualité. Et monter en qualité pour nous, c'est redonner la confiance à nos annonceurs, par exemple Canal+. Et c'est important pour améliorer la qualité de nos programmes et pour aussi, on n'en a peut-être pas assez parlé, contribuer au développement économique de notre pays. Contribuer au développement économique de notre pays, c'est donner de l'information de qualité à des gens qui sont des électeurs et qui ont un rôle à jouer aussi dans l'évolution de leur société. Voilà, donc travailler en synergie me paraît extrêmement intéressant, effectivement. Très important. Bon, c'est la vocation de ce type de rencontre. On va prendre 2 questions avant de... Oui, Donald, je t'en prie. Eh bien, je dis bonsoir à tout le monde. Avant de terminer. Je suis Donald Soro, j'ai une entreprise de communication et je suis dans le domaine de l'infographie et de la réalisation des sites internet, ainsi de suite. Donc ma question, avant de la poser, j'ai bien écouté les interventions. Je vois qu'il y a la production de données ou d'émissions nouvelles, l'évolution du numérique apporte beaucoup à l'Afrique. Maintenant, ma petite question, est-ce que c'est que positif pour l'Afrique ? Parce qu'on se rend compte que les écrans commencent à prendre beaucoup plus de place dans la vie des gens. Est-ce que les représentants qui sont là des différents médias, est-ce que vous réfléchissez à ne pas supprimer des choses aussi importantes dans la vie, par exemple, être en connexion, les échanges avec les autres, le sport, plusieurs autres choses qu'on peut faire, qu'on faisait avant, qu'on ne fait plus, parce qu'il y a tellement de choses à regarder, il y a tellement de choses à voir, qu'on n'a plus le temps maintenant de bouger, on reste devant les écrans. Est-ce que vous y pensez ? C'est vrai que la question qui soulève, elle est importante. Récemment, je pense, ces dernières semaines, il y a une vidéo qui circule sur WhatsApp où on montre la dame qui coupe la connexion et tout le monde sort, les gens de l'autre chambre, les autres tout ça, tout le monde se plaint tellement. C'est pareil pour la télévision, c'est vrai aussi. Nous avons une responsabilité qui est incontestable, mais je crois aussi qu'au niveau de chaque famille, il y a une responsabilité d'abord qui commence là-bas, où les différents directeurs de programmes qui sont quelquefois des enfants qui veulent regarder leurs cartoons, qui sont tel truc, qui veulent regarder tel ou tel autre programme, c'est aussi une responsabilité, j'allais dire, individuelle et familiale. Concernant effectivement les infox, et comme on les appelle, oui, mais ça, on n'y pourra absolument rien, hein. C'est le corollaire un peu du progrès qui va avec ses vices, qui va avec ses tares, qui va avec ses déviances. Je crois que la base de tout cela, ça doit être l'éducation, au sens large. L'éducation aussi bien au niveau de la famille, l'éducation que nous, en tant que médias, pouvons effectivement prodiguer, également l'éducation que la société peut donner et l'État qui doit mettre un certain nombre de choses et de réglementations et tout. Mais encore une fois, on est véritablement dans un monde où je dis, la police des frontières ne se fera plus. Parce que vous avez beau couper. Nous, on a beau être vertueux dans nos programmes, dans tout ce que nous diffusons, mais pendant que nous sommes ici, nous ne savons pas ce que les gens chez nous sont en train de regarder. Selon l'abonnement que vous avez de Canal, mais vous pouvez avoir accès à toutes sortes de programmes et de trucs un peu partout. Donc je crois que véritablement c'est une question un peu, encore une fois, d'éducation, d'environnement, et aussi nous donner les moyens de faire des productions qui fassent que nos gens regardent d'abord nos propres programmes parce qu'ils s'identifient, qu'il y a un phénomène d'identification, de mimétisme, et que nous puissions effectivement transmettre des valeurs. Quand on voit les petites séries qui se font, j'en ai vu sur Canal avec un grand comédien d'ici, il y a plein d'autres choses que nous essayons de faire les uns et les autres, je crois que nous arriverons à une masse critique qui fera que l'exemple de Nollywood dans le domaine de la fiction puisse être propagé dans d'autres types de programmes, de formats et de magazines. Donc c'est possible aussi hein, d'éduquer et de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour détecter une information qui est fausse, comment est-ce qu'on fait pour la vérifier, est-ce que quand on lit quelque chose, il faut le prendre pour argent comptant. Ferdinand, tu en sais quelque chose? Oui, justement, en tant que journaliste de Gabon Media Time, je pense qu'on a déjà été confronté à ce type d'informations, mais pas de chez nous, bien entendu. Parce que pour l'instant, en tout cas, on contrôle, on fait ce qu'il faut pour éviter justement de partager des infox. Et je pense qu'au niveau de la France, parce qu'il faut dire que le phénomène de l'infox ou intox, en fait la fake news, comme elle a été employée pour la première fois
chez les anglo-saxons, c'est récent. C'est récent parce que même en France, je crois que c'est à peine que Le Figaro ou Libération ont essayé de mettre sur pied une sorte d'autorégulateur, donc pour pouvoir filtrer ces informations-là. France 24 également, je pense qu'il y a, je crois, Capron, si je ne me trompe pas, qui fait d'ailleurs même des tutos où il explique c'est quoi une fake news et comment vérifier. Il y a une campagne qui est en cours. Voilà, justement, comment vérifier que cette information n'est pas fiable. Alors, ensuite, il y a la question, effectivement, des médias qui sont créés du jour au lendemain. Donc, on a des nouveaux médias qui sont créés par des personnes qui n'ont pas forcément l'éthique journalistique et qui ont un besoin particulier de diffuser certaines informations. À ce niveau-là, je pense que c'est un peu ce que disaient les panélistes tout à l'heure, il faut être capable de travailler en synergie, parce que s'il y a un travail en synergie, il y aura un moyen de mettre sur pied un outil qui permettra justement de pouvoir contrôler l'information, même si, et de recouper l'ensemble des sources, parce que s'il y a une information qui est diffusée, il faut que les autres médias soient capables de revenir avec la source en disant cette information est fausse parce que voilà ce que nous avons finalement trouvé derrière ça. Et il faut être capable de le faire. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, il y a encore tellement de choses à dire, tellement de choses à partager. On n'a jamais fini d'interagir. Ah, tu voulais rajouter quelque chose? Vas-y. Je voulais juste ajouter que je pense que nos gouvernements doivent faire un peu plus dans la transparence. Si on avait... et là, je fais la différence entre les médias francophones et anglophones, et également lusophones. Je trouve que nos gouvernements francophones sont encore un peu trop frileux. Et que si on avait davantage de... Alors ça fait partie de la bonne gouvernance aussi, d'afficher ces bons résultats ou ces mauvais résultats, de dire, bah voilà, on a, je sais pas, autant d'investissements qui ont été faits cette année et ça a permis de construire autant de kilomètres de route, d'avoir une vraie transparence dans la façon dont on travaille avec les bailleurs de fonds, avec les investisseurs. Je pense que quelque part... en tout cas, j'ose le croire, ça contribuerait à réduire et à dégonfler ces fake news. On voit tous les jours autant d'argent détourné, on a eu tel contrat et ça n'a pas permis de construire telle route. Mais en même temps, si vous avez des ministères, des gouvernements qui ferment leurs portes à des journalistes qui se présentent, alors j'allais dire on est presque dans un circuit qui se mord la queue. On n'a pas de convention collective. On n'a pas de carte de presse, puisqu'en fait les commissions Depuis 3 ans. Depuis 3 ans, effectivement. Donc vous vous présentez à un ministère, je sais de quoi je parle. Moi, la dernière fois, j'ai un cadreur qui a été quand même retenu dans une salle. Bon, il y a le flag Gabon 24, mais je peux comprendre que ça n'est pas suffisant. Et vous cherchez à recouper l'information, mais on vous ferme la porte. Bon, après, j'allais dire, c'est aussi un climat de défiance vis-à-vis des médias qui crée aussi et qui contribue aux fake news. Mais comme tu disais, c'est un peu le serpent qui se mange la queue, parce que quand vous acceptez d'ouvrir la porte à un journaliste qui n'est pas de bonne moralité, entre guillemets, ça peut aussi se retourner contre vous. Mais je pense que professionnaliser le secteur, c'est un enjeu, c'est vraiment un préalable. Contribuerait à améliorer. Ouais, c'est un préalable, mais c'est un point très important. Merci beaucoup, Laure.